L'héritage des historiens. De nombreuses civilisations possèdent leurs croyances, leurs dieux, leurs messies et leurs idoles. Ils peuvent alors les louer, les aimer et même se vanter devant les autres peuples de posséder tel ou tel dieu vivant. Héros réel ayant forgé sa propre légende, que ce soit dans l'art, la culture, le sport ou la politique, chaque personnage est avant tout un être vivant qui connaît ses pouvoirs et ses limites. Cependant, certains restent malheureusement trop souvent incompris, tant ils sont en avance sur leur père et sur leur temps. En tant qu'historien, mon rôle est de retranscrire avec la plus grande exactitude possible les différentes étapes et épreuves que vivent les différentes civilisations que je rencontre. Documenter leur vie, témoigner de leur philosophie, déconstruire des mythes plus anciens que moi, et garder toujours et à jamais une distance nécessaire au déroulement des événements, qu'ils soient bons ou mauvais. Je ne peux pas empêcher un peuple de se faire exterminer dans une guerre injuste. Je ne peux pas procurer un vaccin à une famille souffrant d'une maladie létale et contagieuse. Et je ne peux pas revenir en arrière et m'empêcher de faire des erreurs honnêtes mais crève-cœur. Je vais donc faire ici ce que je peux, c'est-à-dire énoncer les faits et affronter une vérité plus dure que tout ce dont j'ai été témoin jusqu'à maintenant. Je fus missionné pour enquêter sur un peuple qui semblait réussir à résoudre n'importe quelle situation avant même qu'elle ne se produise, et ce, depuis plusieurs années. Ce peuple ne semblait pas avoir accès aux voyages spatio-temporels, et mon travail consistait donc à découvrir ce qui leur permettait de savoir tant de choses. J'appellerai cette planète Protopée. La planète Protopée est des plus belles que je connaisse. Très éloignée des systèmes connaissant le voyage spatial, elle tourne en orbite autour de 4 étoiles qui se partagent sa compagnie une fois tous les 4 ans, dans une danse gravitationnelle qui aurait dû être organisée par des horlogers. Toujours tourné vers l'avenir et le bien de ses générations futures, ce monde est naturaliste et écologiste, et les énergies utilisées le sont en respect avec l'environnement et les êtres qui le peuplent. Fondées plusieurs millénaires auparavant, les différentes nations qui ont pu peupler Protopée n'ont plus connu la guerre depuis des temps reculés où la soif de pouvoir et de richesse était plus grande que l'envie de partage et d'amour. Je me rendais sur Protopée, plus d'une dizaine d'années avant les premiers signes de prévention anormale. Durant ce laps de temps, les peuples présents sur la planète avaient survécu à des tremblements de terre, des inondations, des attaques extraplanétaires. Et cela sans montrer quelconque signe de technologie météorologique ou stellaire. J'ai décidé de débuter mon enquête dans la cité de Sliken, une des cités les plus importantes de la planète, où ce qui fut la dernière catastrophe de la planète depuis 12 ans s'était déroulé. Un ouragan meurtrier avait emporté plus de la moitié de la population de la ville, détruisant du même coup une des plus belles cités de la planète et les milliers de familles qui y vivaient des jours sereins. À mon arrivée, je parvenais comme à mon habitude à récupérer rapidement et discrètement des vêtements d'origine, faits de métal doux et chaleureux aux couleurs rougeâtres, assemblés en petits éléments recouvrant chacun environ une trentaine de centimètres de mon corps, le tout ressemblant à une toge moulante. Sliken possédait des rues inondées où les Slikenvois s'y déplaçaient grâce à des petites embarcations flottantes et personnelles. Les bâtiments plutôt imposants donnaient cette impression d'écraser les pitons navigant ou nageant dans ces rues. Mais le fait qu'ils soient bâtis non seulement sur l'eau, mais aussi dans l'eau, donnait l'impression que la liberté était située vers le bas et non vers le ciel. Les artisans avaient réussi à transformer les fonds marins en lieux de vie habitables sous les rues mouillées, mélangeant métaux et végétaux robustes qui offraient une vision telle que je la surnomme personnellement la cité arc-en-ciel. La population était pressée mais respectueuse, chacun se dépêchant toujours de rejoindre son lieu de travail ou de vie dans les plus brefs délais. Une après-midi où je discutais avec un groupe de jeunes sur un pont, j'en appris plus sur ce qui permettait au peuple de Protopée de prévoir les différentes catastrophes et d'éviter leurs conséquences désastreuses. La réponse se trouvait dans la cité de Flontombe, où vivait un citoyen du nom de Pandit, possédant la capacité de prévoir l'avenir. J'appris que Pandit avait grandi avec sa famille à Sliken, jusqu'au terrible ouragan qui tua ses parents et laissa sa sœur et lui orphelins. Il était de nature timide et ne parla pas de son pouvoir pendant de nombreuses années, jusqu'au fameux ouragan et son déménagement dans la cité de Flontombe. Il fut ensuite connu de tous, et ses troubles de communication furent associés à son étrange pouvoir, qui ne semblait pas lui permettre de communiquer normalement avec les personnes l'entourant. On le surnommait très vite le Wesaba, ce qui désigne d'habitude les personnes ambiguës ou bizarres aux yeux de la population.
Je me suis donc mis en route vers Flantombe afin de le rencontrer. Ce qui ne fut pas bien difficile, mais le côtoyer et le questionner s'avéra plus compliqué. Après plusieurs semaines d'investigation, m'étant fait passer pour un agent de l'État général venant en aide aux différents Wesaba afin de les aider à socialiser ou à vaincre les préjugés existants à leurs égards, j'étais devenu un ami de confiance pour sa sœur Ebat. Jeune femme à peine plus âgée que Pandit, Ebat était très intelligente et semblait destinée à tenir un rôle important dans la vie de Protopée. Elle était aussi très préoccupée par l'état de son frère, qui ne montrait aucun signe de répit. Nous nous retrouvions souvent afin de partager nos théories et observations. C'est lors d'une de ces conversations que j'ai appris que Pandit n'était pas son frère biologique, mais qu'il avait été retrouvé devant la porte de ses parents adoptifs alors qu'ils habitaient à Flican, et qu'ils avaient décidé de l'élever comme leur propre fils. Elle me raconta aussi comment il était enfant, réservé, l'air toujours ailleurs à ne pas voir ce qui était devant lui, ne semblant pas entendre ce qui lui était dit, ses yeux balayant inlassablement et rapidement devant lui, comme s'il lisait quelque chose d'invisible pour le reste du monde. Tout ceci me donnait quelques indices, mais insuffisants pour vérifier ma théorie. Les doutes entourant sa naissance ne me permettant pas de savoir que je pourrais vérifier mes réflexions, je choisis de rester à leur côté. Ce jour ne tarda pas à arriver, tandis que Pandit se baladait comme à son habitude entre sa chambre et les jardins de leur immense propriété, l'air concentré sur des pages invisibles. Ebat et moi-même le vîmes alors s'arrêter brusquement, lever ses mains au niveau de son regard, désormais troublé, apeuré, choqué. Il observa les alentours rapidement paniqué et me vit. « Des cris! Des morts partout! Tout ça par ta faute !» cria-t-il en me pointant du doigt, pleurant à chaudes larmes et s'effondrant finalement dans les bras de sa sœur. Je demandai à Pandit de nous expliquer ce qu'il avait vu, tout autant intéressé par sa vision que par la vérification de ma théorie. Pour la première fois, son discours était clair et distinct. Il se calma lentement et nous détailla ce qu'il percevait depuis toujours. Il nous décrivit les lignes devant ses yeux sur lesquelles il pouvait lire tout type de choses, de la création de son monde à la fin de l'univers en passant par la guerre du temps. Il raconta qu'il pouvait absolument tout voir sans exception, ce qui était face à lui, ce qui a été face à lui, ce qui sera face à lui, mais aussi ce qui a été et où sera dans l'univers tout entier. Qu'il ne contrôlait pas ce qu'il voyait, que tout se mélangeait, lui enseignant tout et rien à la fois. Comment pouvait-il voir tout cela, me demandai-je, mais Ebat lui posait une question que je trouvais bien plus savante que la mienne vu la situation. Elle lui demanda comment pouvait-il désormais nous parler aussi clairement. Comment et pourquoi n'était-il plus un Wasaba? Il avait désormais l'air d'un protopéen tout à fait normal, avec du répondant et exprimant ses sentiments. Je ne peux le savoir, nous répondit-il. Je me sens désormais comme libéré d'une prison. Je voyais des choses qui allaient plus loin que mon corps ne le pouvait. J'avais constamment mal à la tête. Je vois toujours ces lignes sous mes yeux, mais je peux maintenant m'en détacher et faire plus attention à vous et à l'environnement dans lequel je suis. Je ne sais vraiment pas, je me sens libéré, mais en même temps, j'ai mal. Je crois que mon pouvoir disparaît. Je commence déjà à oublier certaines choses que j'ai lues. De connaître toute l'histoire de l'univers le pesait. Il semblait fatigué, mais surtout déboussolé. Il m'attrapa alors au col et me demanda de m'expliquer. Alors que les chocs se multipliaient en lui, comme s'il se battait avec de multiples fantômes en plus d'essayer de me faire parler, sa détresse se transforma en colère et il m'accusa d'être à l'origine de son malheur qui dure depuis tant d'années. En effectuant plusieurs pas en arrière alors qu'Ebat le retenait, je ne pouvais rien répondre tant j'avais peur d'avoir la réponse à ces questions. La tournure des événements jouait contre moi, les insultes volaient autour de nous, je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre que disparaître. Je me saisis alors de mon voyageur que je gardais toujours en ma ceinture et inscrivis les coordonnées de ce que j'estimais être la naissance de Pandit. Le voyageur me ramena 22 ans auparavant dans la banlieue silencieuse de Slikan. Je me devais de découvrir l'origine de Pandit. Mon approche par le présent ayant échoué, je devais alors passer par le passé pour faire aboutir mon enquête. C'était la procédure habituelle, toujours préconiser le présent afin d'intervenir le moins possible dans les événements. S'ensuivait le passé comme plan de secours et enfin le futur, mais je n'étais encore jamais arrivé à cette étape si délicate. La vérité est que cette rencontre dépassait ma mission, dépassait mon rôle dans l'univers. Et il fallait que j'eusse des réponses. La rue était déserte, le sol encore humide de la pluie qui devait avoir cessé il y a peu. J'étais persuadé d'avoir atterri au bon endroit.
Je me posais contre un mur pour réfléchir et continuer d'observer. J'étais invisible dans la pénombre derrière la rangée de réverbères qui donnait cette couleur jaunâtre à la rue, ou qui ne devait finalement que l'accentuer car je ne connais aucun type de réverbère pouvant émettre une odeur aussi forte. Je ne bougeais pas pendant des heures, et finalement un son magnifique bien que terrifiant, contrastant avec le silence paisible de la rue vers m'alarmer. Un zap strident. C'était la marque de fabrique des voyageurs des historiens. Je vis alors un personnage plutôt frêle avancer dans la ruelle, me cachant bien évidemment de la lumière afin de ne pas être aperçu. C'est alors que je compris. Je la reconnus dès qu'elle déposa l'enfant devant une maison, laissant ses longs cheveux bouclés sortir de sa capuche, retombant sur ses épaules. Elle était aussi belle que dans mes souvenirs. Je me mordis la lèvre pour être sûr que je ne rêvais pas. Devais-je l'interpeller, l'arrêter ou bien encore la tuer? Je préférais me laisser guider par mes sentiments et la laisser essuyer ses larmes en déposant quelque chose dans le berceau. Elle se retourna comme si elle savait, ou plutôt espérait que je serais là. Nos regards se croisèrent et aucun mot ne fut prononcé. Il était trop tard. C'était écrit dans l'univers, parmi ces guerres que l'on ne peut plus empêcher et ces familles que l'on ne peut plus sauver. C'était écrit avant même notre naissance, et pourtant nous continuerons de maudire les choix qui nous ont amenés à ce moment, à cette seconde où nos regards larmoyants se sont croisés. Puis celle qui avait été mon amour un jour, dans ce qui semblait avoir été une autre vie, disparut dans un son que je commençais à détester. Je m'approchai de l'enfant et vis un outil sonique de fabrication gallifréen, un objet que je connaissais. Je le saisis en esquissant un sourire. Il possédait un côté pointu et noir, et un corps grisâtre surplombé d'une tête métallique en forme de diamant qui s'illumina de bleu lorsque je le testai. C'est alors que je vis à nouveau dans ce couffin blanc le visage crispé par un spasme signifiant l'arrivée des premières visions. Des yeux qui ressemblaient, maintenant je le voyais, maintenant je l'acceptais, aux miens. Je l'attrapai et le pris dans mes bras. Je restai ainsi dans ce que j'espérais être une éternité, imaginant malgré moi les possibilités que l'univers ne lui laisserait pas vivre. Je l'embrassai, bouleversé, de ne pouvoir laisser qu'un baiser et une malédiction comme héritage. Je le déposai délicatement, sonnai à la porte et m'enfuis dans la noirceur des étoiles.